Aujourd'hui, nous entamerons la deuxième partie de la vie de Thomas Sankara, dans laquelle nous parlerons de sa perception du poids de la dette des pays du tiers-monde, ainsi que la condamnation des personnes impliquées dans son assassinat. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Du point de vue international, étant l'un des chefs du mouvement des non-alliés, Sankara côtoie beaucoup de militants d'extrême gauche dans les années 1970 et se lie d'amitié avec certains d'entre eux. Il met en place un groupe d'officiers clandestins d'influence marxiste qui est le regroupement des officiers communistes ROC en sigle. Dans ses discours, il dénonce le colonialisme et le néocolonialisme dont celui de la France en Afrique. Il se rapproche de plusieurs pays du bloc socialiste et se rend une semaine en RSS mais aussi à Kiba du 25 septembre au 1er octobre 1984, puis une deuxième fois au mois de novembre 1986. Son avis sur la dette s'est fait remarquer au niveau international par sa critique sur les injustices de la mondialisation, les systèmes financiers, l'importance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ainsi que le poids de la dette des pays du tiers-monde. Par conséquent, le Burkina Faso ne contracte pas de dette avec le FMI dont il rejette les conditions. D'après les Parisiens, dans les années 1980, certains pays du tiers-monde affrontent une crise de la dette et le Fonds monétaire international ainsi que la Banque mondiale exigent des plans de rigueur de la part des pays concernés. Sankara s'oppose à ces plans, lesquels sont jugés également par le journal incompatibles avec toute politique sociale. Thomas Sankara considère en effet ce système comme un moyen de reconquête savamment organisé de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers et à des normes qui lui sont totalement étrangers. Parallèlement, il rejette les fardeaux de la dette qui pèse sur les pays en voie de développement. Son discours contre la dette prononcé le 29 juillet 1987 à Addis Abeba lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA en sigle, est sans doute le plus connu des discours de Thomas Sankara. Il y déclare que son pays ne remboursera pas ses créanciers et argumente notamment ainsi, je cite, « La dette ne peut être remboursée parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. » Anticipant la réaction des pays occidentaux, il insiste sur la nécessité d'un refus collectif des pays africains de son non-paiement en disant, je cite, « Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. » Fin du site. 3 mois avant son assassinat, il prononce pendant ce sommet de l'OIA un discours passé à la postérité dans lequel il contestait la légitimité de la dette de son pays et appelle à une action collective des pays africains une fois de plus. Thomas Sankara définit son programme comme anti-impérialiste, en particulier dans son discours d'orientation politique écrit à 2 septembre en octobre 1983 par Valère Sommet et enregistré dans la salle du Conseil des Latentes puis diffusé à la radio le 2 octobre 1983. Il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple et moi j'admire ses qualités qui sont grandes. Mais il tranche trop aussi, il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. À cet égard, la France devient la principale cible de la rhétorique révolutionnaire. Ces attaques culminent avec les déplacements du président français François Mitterrand au Burkina Faso en novembre 1986, au cours duquel Thomas Sankara critique violemment la politique de la France pour avoir reçu Peter Botha, le premier ministre sud-africain, et Jonas Savimbi, chef de l'UNITA, l'un et l'autre couverts des sang de pied jusqu'à la tête.
À cet égard, l'aide économique française est réduite de 80% entre 1983 et 1985. Également, Guy Péné, qui est conseiller du président Mitterrand sur les affaires africaines, organise en France une campagne médiatique de dénigrement à l'encontre de Thomas Sankara en collaboration avec la DGSE qui fournit à la presse une série de documents sur les supposées atrocités destinées à alimenter des articles à charge. Dénonçant également les soutiens des États-Unis à Israël et à l'Afrique du Sud, il appelle les pays africains à boycotter les Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles devant l'Assemblée générale des Nations unies et dénonce également l'invention de la grenade par les États-Unis qui réplique par ailleurs en mettant en place des sanctions commerciales contre le Burkina. Toujours à l'ONU, il demande la fin du droit de veto accordé aux grandes puissances au nom du droit de peuple à la souveraineté. Il soutient les revendications nationales du Sahara occidental, de la Palestine ou encore de l'ANC sud-africaine. S'il entretient de bonnes relations avec le président ghanéen Djeri et libyen Muammar Kadhafi, il est relativement isolé en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants proches de la France comme ceux de la Côte d'Ivoire et du Maroc lui sont particulièrement hostiles. Plusieurs régimes africains proches de Paris organisent en 1985 une tentative de déstabilisation du Burkina Faso afin de favoriser le renversement de Thomas Sankara. Le régime malien du président Moussa Traoré, soutenu par la Côte d'Ivoire et le Togo, fait circuler des rumeurs attribuant à des militaires burkinabés une violation de la frontière et entre en guerre pour quelques semaines avec le Burkina. La Central Intelligence Agency, CIA, note dans un câble que la guerre est née de l'espoir de Bamako que le conflit déclencherait un coup d'État au Burkina Faso. Cause et déroulement de sa mort préméditée. La rigueur et l'intégrité de Thomas Sankara déplaisent à plusieurs. Par exemple, il se déplace dans une Renault 5 et hésite à acquérir un véhicule neuf de peur qu'on ne pense qu'il vaut l'argent de l'État. Par ailleurs, face aux dérives de la révolution, l'enthousiasme retombe car certains membres de la population se sentent frustrés, notamment les chefs traditionnels dont les pouvoirs sont affaiblis par la politique de Sankara. Dans ce contexte, les relations entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara se dégradent à partir de 1985 à un tel point que les deux hommes ne se parlent plus, ainsi deux clans rivaux se forment. La veille de son assassinat, les conseils de ministres adoptent un projet de loi créant une brigade de police anti-coup d'État, ce que le camp de Compaoré considère comme une menace à son encontre. En fin d'après-midi du 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 6 membres de son cabinet sont réunis dans une salle du Conseil de l'attente à Ouagadougou. L'objet de la réunion concerne la création d'un parti politique unique de gauche afin de contrer l'émergence des contestations. Dès le début de la réunion, un commando militaire fait éruption dans le bâtiment en décimant la garde rapprochée de Sankara, puis parvient à la salle des réunions où il donne l'ordre aux participants de sortir. D'après le témoignage du seul survivant qui était le conseiller à la présidence, Alona Traoré, Thomas Sankara sort le premier, le met en l'air en disant aux autres membres du cabinet, je cite, « Ne bougez pas, c'est de moi qu'ils ont besoin », fin du site. Puis il est alors abattu par les assaillants. Les autres membres subissent le même sort, sauf Traoré qui est conduit dans une autre salle où il rencontre d'autres collègues. Outre Sankara, 12 personnes sont assassinées. 5 membres du cabinet, dont Bonaventure qui était employé à la présidence, Christophe Sabat qui était secrétaire permanent du Conseil national de la Révolution, Frédéric qui était conseiller juridique à la présidence, Patrice qui était professeur de philosophie, Paulin qui était directeur de la presse présidentielle. Également 5 gardes dont Abdoulaye Emmanuel Amando Moufou et Ouedraogo, ainsi que le gendarme Petenema et Dersomda, les chauffeurs de Sankara. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage.
Au soir du coup d'État, un communiqué lu à la radio annonce la dissolution du Conseil national de la Révolution et la démission du président Sankara remplacé par Compaoré. La même nuit, les défunts présidents et ses camarades sont enterrés sans tombe au cimetière de Dagnoen à Ouagadougou par une vingtaine de détenus réquisitionnés pour l'occasion. Plus tard, des simples tombes en ciment sont édifiées. Plusieurs jours après, les certificats de décès de Sankara est publié dans la presse indiquant qu'il est décédé de mort naturelle. Mariam, femme du défunt président, est finalement contrainte de fuir le Burkina Faso avec ses 2 enfants et elle s'est réfugiée à Libreville au Gabon, puis finit par s'exiler en France et y passe les 20 années suivantes. En 1997, elle dépose une plainte auprès de la justice burkinabé à propos de l'assassinat de son époux, mais ce n'est qu'en juin 2012 que la Cour suprême juge que l'instruction de l'affaire peut être poursuivie. Avec l'ouverture progressive du régime de ces pays, elle est finalement en mesure de retourner au Burkina Faso en 2007 pour assister aux commémorations organisées en l'honneur de l'anniversaire de 20 ans de la mort de son mari. Des grandes foules l'accueillent à son arrivée à la capitale de Ouagadougou.